Si on vous dit diététicienne, à quoi vous pensez? Ah, oh mon pauvre, tu vas voir une diététicienne, tu vas devoir faire un régime, ou alors elle t'a empêché de manger quoi? Eh bien rassurez-vous, c'est pas une obligation, puisqu'avec moi dans le studio, j'ai une diététicienne épicurienne. Bonjour Anne-Claude. Bonjour. Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est une diététicienne épicurienne, est-ce que tu vas mettre tous tes patients au régime? Comment tu pratiques ton métier? Alors c'est tout le contraire, c'est-à-dire que moi j'ai une approche qu'on appelle comportementale de la diététique. Donc au lieu de dire aux gens ce qu'ils ont à manger, au lieu de leur donner des plans alimentaires, des régimes, etc., je vais les aider à déterminer par eux-mêmes combien ils vont avoir besoin de manger et ce qu'ils vont avoir besoin de manger. Et notre corps est tout équipé avec des signaux d'information, etc., pour nous orienter sur quoi, comment, combien manger. Et sur ton activité et donc ta pratique professionnelle de diététique, comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment on se dit, tiens, je vais accompagner les gens sur leur manière de manger? Alors c'est quelque chose, c'est pas arrivé comme ça, c'est arrivé après plein d'explorations dans des domaines différents. Moi j'ai fait les beaux-arts, ensuite j'ai fait un CAP en pâtisserie, chocolaterie, glacerie, confiserie. Oh. Voilà, j'ai continué dans la cuisine, j'ai travaillé en magasin bio, et puis j'ai eu envie d'avoir un métier où je puisse être mon propre patron. Moi, j'aimais beaucoup donner... j'avais envie de donner des cours de cuisine, parce que la cuisine, c'est une de mes passions. Et je voulais pouvoir le faire parce que je m'étais déjà beaucoup documentée sur la nutrition, etc., en ayant une sorte de certificat, en ayant un bagage nutritionnel qui justifie que je sois en mesure de donner des conseils avisés par rapport à ça. Donc, il y avait plusieurs options, la naturopathie, la diététique. Je me suis lancée dans la diététique, j'ai appris énormément de choses, et au fil de mes stages, je me suis aperçue que l'entretien avec les patients, l'échange, la transmission, voilà, c'était quelque chose qui m'était indispensable pour me sentir vraiment bien, pour me sentir utile, que ça enrichissait beaucoup ma vie. Et c'est comme ça que je suis devenue diététicienne. Et alors, je vais te poser la question que certainement plein de gens doivent te poser. Tu es diététicienne, ça veut dire que... tu manges extrêmement sain tout le temps et que tu sais exactement la bonne ligne à suivre. Alors, je sais quelle est la ligne à suivre, sachant que c'est pas une ligne droite. La ligne à suivre, c'est une ligne qui peut avoir beaucoup de variables, parce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes besoins. Et puis aussi, l'histoire de l'équilibre alimentaire, l'équilibre alimentaire, c'est pas quelque chose à suivre de manière rigide. Imaginez un équilibriste qui resterait tout droit, comme un i sur son fil. Le moindre coup de vent, l'équilibriste, il se casse la figure. L'équilibre, finalement, c'est, si je penche un petit peu à gauche, c'est rétablir pour pencher un petit peu plus à droite et faire le moins d'écart possible. Et encore, si à un moment donné, je fais un écart, c'est comment je vais faire le lendemain, le surlendemain, etc., pour retrouver ma balance. Donc moi, je suis quelqu'un qui mange absolument de tout. Je mange beaucoup de produits sucrés. Je suis une passionnée de biscuits, surtout quand ils sont au chocolat. Voilà. Mais par contre, je mange aussi beaucoup de légumes parce que je me suis aperçue que quand j'en mange pas, ça fonctionne moins bien dans mon corps. Je mange de la viande parce que j'en sens régulièrement le besoin. Je mange du gras parce que je suis même une grande consommatrice de gras. Je me fais des tartines d'huile le matin, etc. Parce que je sens que mon corps, ça lui fait du bien quand je lui en apporte. Tu parlais au début de ton approche de diététique comportementale. Et dans le cadre, j'imagine, de cette approche, tu as fait une formation autour de ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à vouloir faire cette formation et de quoi il s'agit? Alors, l'approche comportementale de la diététique, elle est un petit peu distincte de la thérapie de l'enfant intérieur. C'est vrai que j'ai abordé les deux dans deux temps différents. L'approche comportementale de la diététique, elle va s'inspirer et utiliser des outils qu'on va retrouver dans certaines approches psychothérapeutiques comme les thérapies cognitives et comportementales, voilà, les thérapies de la troisième vague. Je me suis aussi formée à la thérapie de l'acceptation et d'engagement qu'on appelle l'ACT. Tout ça dans le but d'accompagner les personnes dans leur comportement alimentaire. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens savent très bien ce qu'ils devraient manger. Mais la question qui revient, c'est pourquoi je n'y arrive pas. Et souvent, c'est une histoire de comportement alimentaire parce que dedans, il y a des croyances, il y a des pensées, des injonctions qui vont tenter de nous conditionner, qui ne sont pas en accord avec nos vrais besoins. Il y a des émotions qui peuvent entrer en jeu aussi quand je mange pour me réconforter et que ça peut dégénérer parce que je me culpabilise. Donc l'approche comportementale de la diététique, elle m'avait déjà apporté beaucoup d'outils pour accompagner mes patients dans cette voie.
Et la thérapie de l'enfant intérieur, à laquelle je me suis formée beaucoup plus récemment, elle m'a vraiment apporté des outils encore plus pertinents, je trouve, parce qu'il y a une efficacité que je peux observer en consultation, toujours pour aider dans la gestion des pensées et des émotions. Je suis arrivée à cette formation-là parce que j'étais accompagnée moi-même par ma formatrice Sylvie de Plantecotet en thérapie de l'enfant intérieur, un petit peu par hasard d'ailleurs. Et quand j'ai vu déjà l'efficacité sur moi du dialogue intérieur, et quand j'ai vu ensuite comment ma formatrice gérait sa posture de thérapeute, j'ai dit, je veux savoir faire comme elle. Et en quoi est-ce que ça consiste, cette thérapie de l'enfant intérieur ? Parce que là, ça fait un petit peu peur, dit comme ça. Hein. Oui, moi je t'avoue que la première fois, ça m'a fait peur aussi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle secte, etc. L'enfant intérieur, on va beaucoup entendre dire que c'est la part de nous, c'est comme quand on était enfant, etc. C'est l'enfant que nous avons été. En fait, en tout cas en thérapie de l'enfant intérieur, c'est pas du tout comme ça qu'on le considère. L'enfant intérieur, c'est en lien avec le fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il a différentes strates, différentes structures qui ont des fonctions différentes. On va avoir le cerveau archaïque qui va gérer tout ce qui a trait à la survie, le cerveau limbique qui gère nos émotions, et le néocortex, notre cerveau rationnel, qui va nous permettre justement de prendre du recul par rapport aux émotions et d'adopter des actions adaptées en fonction notamment de ce qui compte pour nous. Si par exemple je me trouve en situation où quelqu'un m'agace ou que sais-je, voilà, mon réflexe c'est peut-être de lui mettre mon poing sur la figure. Mon néocortex va me permettre justement de prendre du recul, de gérer les émotions, etc. et d'avoir peut-être une attitude plus adaptée. Bon. Donc l'enfant intérieur, il va correspondre au fonctionnement de notre cerveau archaïque et de notre cerveau limbique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un ressenti, je ressens quelque chose dans mon corps, une sensation, que ce soit de la douleur, que ce soit la faim, la soif, la fatigue, etc. C'est comme un signe de mon enfant intérieur. À chaque fois que je reçois une émotion de mon cerveau limbique, à chaque fois que je ressens de la joie, de la colère, de la tristesse, de la peur, ça va être à nouveau un signal de mon enfant intérieur. Pourquoi on parle d'enfant intérieur ? C'est parce que ces deux cerveaux-là, c'est les deux seules parties de notre cerveau qui étaient quasi et pleinement opérationnelles au moment de notre naissance. C'est-à-dire que le cerveau archaïque fonctionnait tout à fait bien. Le cerveau limbique fonctionnait bien aussi. On pouvait déjà ressentir la peur, la colère, la contrariété, etc. Le cerveau, le néocortex, par contre, lui, s'est développé avec le temps et il a fini sa maturité aux alentours de nos 25 ans. Voilà. Ça signifie qu'un enfant de 4-6 ans, quand on lui dit arrête de pleurer ou quand on s'attend à ce qu'il puisse gérer ses émotions comme un adulte, eh ben c'est faire de l'adultomorphisme parce qu'un enfant n'est pas capable comme un adulte, parce qu'il n'a pas la structure cérébrale de prendre du recul de la même manière qu'un adulte avec le cerveau tout fini, entre guillemets, sur ses émotions. Voilà. Ça veut dire aussi que notre cerveau archaïque et notre cerveau limbique, ils sont restés les mêmes. Et qu'on a toujours à l'intérieur de la tête cet enfant intérieur qui exprime des ressentis, qui exprime des émotions en fonction des différentes situations qu'on rencontre. La différence, c'est que nous, en tant qu'adultes, on a aussi une autre structure qui nous permet de prendre du recul par rapport à tout ça et de faire des choix et de choisir d'agir en adulte. Quel rapport entre cet enfant intérieur et ses différents cerveaux et la façon de manger ? Alors justement, comme l'enfant intérieur, c'est la part de nous qui exprime des ressentis et des émotions. Si je manque de nourriture, je vais avoir faim. Donc finalement, la faim, on peut considérer que c'est un signal de mon enfant intérieur. Si j'ai trop mangé, je peux ressentir du dégoût. À nouveau, c'est mon enfant intérieur qui est écœuré, etc. L'enfant intérieur, on va l'utiliser pour personnifier une part de nous dont on va prendre soin. C'est souvent, je l'ai observé déjà sur moi puis sur mes patients, c'est souvent plus facile d'imaginer que cette part de nous, c'est un petit enfant pas en pleine capacité de patienter, etc., qui s'exprime, plutôt que d'imaginer que c'est un nous adulte qui n'est pas capable de patienter ou de prendre sur lui par rapport à ses besoins. Et alors cette formation t'a tellement plu que t'as eu envie d'en faire un livre. Oui, c'est-à-dire que ce livre, Nourrir mon enfant intérieur, là, qui est paru au printemps 2020, c'est un livre dont j'avais l'idée depuis très longtemps. J'avais vraiment très envie de partager ce que je faisais par rapport à l'approche comportementale de la diététique, parce que je suis toujours surprise. Alors évidemment, moi je suis dedans, mais qu'elle soit si peu connue du grand public, sachant les bienfaits qu'elle peut apporter par rapport notamment à arrêter de s'imposer des restrictions inutiles.
Et ce livre, dont j'avais l'idée, que j'ai essayé dont j'avais un plan depuis un bon moment déjà, j'arrivais pas à m'y mettre. Et en fait, au moment où j'ai entamé la formation à la thérapie de l'enfant intérieur et au moment où j'ai terminé cette formation, le livre, il est devenu comme une évidence. Le plan a été juste réadapté par rapport à l'enfant intérieur pour expliquer, voilà, quand je ressens telle ou telle chose, ça peut vouloir dire ça au niveau de mon enfant intérieur. Et du coup, c'est devenu quelque chose de complet où j'ai vraiment fait la fusion entre l'approche comportementale et la thérapie de l'enfant intérieur. Et ce livre, il va s'adresser à qui ? Il va s'adresser à toute personne, alors plutôt adulte. Je ne sais pas si les adolescents... Oui, ça peut parler aux adolescents aussi. Donc, je ne sais pas, à partir de 14 ans, par exemple, quelque chose par là, qui savent plus trop où ils en sont dans leur alimentation. Souvent, la remarque qui revient, c'est « je ne sais plus quoi manger ». Parce que j'entends dire qu'il faut faire ci, j'entends dire qu'il faut faire ça. Et du coup, je ne sais plus qui croire. Voilà. Donc, le livre, il peut aider déjà à faire du tri, à revenir à l'écoute de soi, à savoir comment s'écouter, quels sont les signaux que l'on peut écouter pour savoir où on en est et ajuster son alimentation. Alors dans ce livre, on va trouver un plan, comme tu l'as dit, où on parle justement de la compréhension de ce qu'est un enfant intérieur. Pour avoir un enfant et pour en côtoyer quelques-uns, on voit que déjà, tous les enfants n'ont pas le même comportement, même tout petits. Il y a des enfants qu'on pourrait appeler complètement libres, et puis des enfants qui font déjà très attention à ce qu'attend l'adulte de lui, et qui sont beaucoup plus posés, calmes ou contenus. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi le cas pour l'enfant qu'on a en nous ? Oui, tout à fait. En thérapie de l'enfant intérieur, on va parler de l'enfant libre, qui est l'enfant spontané, complètement en contact de ses besoins, qui exprime ses émotions sans retenue. C'est un enfant qui va pas avoir d'inhibition quand il a faim, qui se sent irritable, parce que l'hypoglycémie, ça peut entraîner de l'irritabilité, qui va être irritable, qui va pas chercher à cacher que là, ça commence à le gonfler, qu'on le nourrisse pas. Bon. En fonction des interactions sociales qu'on a quand on est bébé, notre enfant libre, il va aussi avoir parfois à s'adapter. On va parler d'un enfant adapté. On va devoir s'adapter en termes de soumission, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'adulte, les personnes qui m'entourent vont me donner des règles ou vont manifester des signes pas cool par rapport à ce que je peux émettre. Et du coup, moi, je vais aller dans une forme d'inhibition, je vais me soumettre à la règle qu'on me propose. Donc, c'est important d'être en capacité de se soumettre, parce qu'effectivement, ça permet de conserver une forme de sociabilité. Ça permet aussi, par exemple, si maman m'a dit qu'il ne faut pas traverser quand le petit bonhomme il est rouge, de rester sur le trottoir et d'éviter de me faire renverser par une voiture. Donc, la capacité de soumission aux règles, elle est importante. Par contre, si je reste sur le trottoir et que ça fait 5 minutes que le petit bonhomme il est rouge et que manifestement le feu est en panne et qu'il n'y a pas de voiture à l'horizon à des kilomètres à la ronde, si à un moment donné je n'enfreins pas la règle, si je ne me rebelle pas à l'égard de la règle, je risque de mourir de déshydratation sur le trottoir. Bon. Donc la soumission, elle est importante. La rébellion qu'on va développer aussi, un autre état d'adaptation de notre enfant, va être importante aussi pour ne pas subir certaines règles, etc. Pour à un moment donné ne pas être trop dans la soumission à ce qu'on me demande et préserver mon intégrité. Quand nos enfants nos vrais enfants, quand nos enfants sont trop soumis, souvent c'est pour s'assurer qu'ils vont garder l'amour de papa et de maman, quelque chose qui leur est absolument vital. Mais le risque, c'est qu'ils fassent l'impasse sur certains de leurs besoins, qu'ils ne les prennent pas assez en compte, et ça peut donner ensuite des adultes qui négligent leurs besoins et qui peuvent se mettre en danger physiologique, en danger physique, en n'écoutant pas quand il faut qu'ils s'arrêtent parce qu'il y a de la douleur, ou quand il faut qu'ils arrêtent d'être trop au service de l'autre parce qu'ils en viennent à négliger leurs propres besoins. Alors si on ramène ça à la manière de se nourrir, très clairement, j'ai l'impression que si on laisse les rênes de la nourriture à un enfant, le repas se constituera essentiellement de tablettes de chocolat et de gâteaux. Alors pas forcément.
Pas forcément, parce que si j'écoute mon enfant, et d'ailleurs on peut le voir avec nos vrais enfants, quand on donne des bonbons, du chocolat aux enfants, à un moment donné, s'ils ressentent de l'écœurement, et même peut-être avant de ressentir de l'écœurement justement, ils vont s'arrêter. Ça c'est chez les enfants qui sont bien régulés, qui sont dans l'équilibre global, hein, l'équilibre physique, l'équilibre émotionnel. Un enfant, ça se régule tout seul. Il peut y avoir de la dérégulation quand il y a par exemple un déséquilibre émotionnel. Si j'ai beaucoup d'émotions entre guillemets négatives, si je ressens beaucoup de contrariété, si je ressens beaucoup de tristesse, si je ressens beaucoup de stress et que je n'ai pas d'autres stratégies pour gérer mes émotions, si je ne sais pas les gérer autrement, parce que mon éducation m'a pas fourni les moyens de gérer mes émotions, et que par exemple à chaque fois que j'avais une contrariété, mes parents se sont empressés de me donner quelque chose de réconfortant à grignoter, peut-être effectivement que quand je serai adulte, c'est toujours mon enfant intérieur qui sera au pilotage de ma manière de manger pour me réconforter, et là il peut y avoir des excès de nourriture réconfortante. Qui dit enfant intérieur dit aussi parent intérieur ou pas ? Eh bien justement, oui. C'est-à-dire qu'on a plusieurs structures. On disait l'enfant intérieur, il y a l'enfant libre, l'enfant soumis, l'enfant rebelle. Mais on a deux autres structures qui sont primordiales, et ce sont justement celles qu'on va chercher à booster en thérapie de l'enfant intérieur. Pour prendre soin de notre enfant intérieur, on a besoin d'un parent intérieur qui soit à la fois cadrant, qui dise « Ok, voilà quelles sont les règles pour ta sécurité ». Mais vraiment pour la sécurité, hein, pas pour restreindre les libertés de l'enfant. Pour la sécurité, on va avoir besoin de faire certaines choses. Par exemple, peut-être on va avoir besoin de ne plus manger après 22 heures parce qu'on sait systématiquement que ça crée des indigestions, etc. Et même si des fois l'enfant a envie de faire la fête avec les copains, peut-être que là le parent va dire « Ok, fais attention parce que on sait ce qui nous arrive le lendemain, donc là, ça va être un stop ». Donc le parent intérieur a besoin d'être à la fois cadrant et bienveillant pour prendre soin de l'enfant. Et il y a une autre structure qui est hyper importante, c'est notre adulte intérieur. L'adulte intérieur, c'est la part de nous qui est capable de dire « Ok, attendez, stop, qui, quoi, quand, où, combien ?» Qui est capable de revenir à une approche, à un abord très, très, très rationnel des choses et à un abord très, très, très pragmatique. Et alors, c'est toutes ces structures qu'on a en nous, ces enfants qui soient libres, adaptés, rebelles, les parents, les adultes qu'on a à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir une influence sur notre manière de nous nourrir ? Le but du jeu, c'est de réussir à faire dialoguer ces différentes parts de nous ensemble. C'est à un moment donné, quand je suis prise par une grande émotion, c'est être capable de prendre du recul. Quand l'émotion n'est pas trop forte, il y a des cas où c'est vraiment très très difficile évidemment, c'est capable de prendre. Du coup, on vérifie ensuite chez la petite s'il y a encore quelque chose à travailler. Une réponse adaptée. Et ça, ce sont nos structures adultes, parents et adultes, qui sont capables de le faire. Donc c'est à un moment donné quand, dans notre cerveau, c'est toujours le cerveau archaïque et le cerveau limbique qui vont fonctionner ensemble. Ils sont plus rapides que le néocortex. Donc toujours, je vais déjà avoir une réaction et une émotion avant de pouvoir prendre du recul. Le but du jeu, ça va être déjà de se souvenir qu'on est capable de prendre du recul, qu'on a tous ce néocortex, donc c'est possible, et penser à le mobiliser. Donc la thérapie de l'enfant intérieur, elle consiste à prendre l'habitude et à apprendre à prendre l'habitude justement de faire appel aux parents et à l'adulte intérieur pour ne plus se laisser embarquer par nos émotions. Est-ce que pour que ce soit un petit peu plus concret pour les auditeurs, tu pourrais prendre un exemple, alors soit le tien, puisque tu as suivi cette thérapie de l'enfant intérieur, soit d'un patient que tu as pu avoir, et nous dire concrètement comment cette thérapie a pu s'appliquer à un rapport à l'alimentation ? Alors, j'ai même te proposer un exemple tiré du livre. C'est l'histoire de Katia, qui vient en consultation, et la veille, dans sa journée, elle a eu un clash au boulot avec un de ses collègues. Elle a été très 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 stressée et du coup elle a mangé de manière compulsive jusqu'à atteindre le dégoût. Donc du coup je lui ai proposé effectivement une séance en thérapie de l'enfant intérieur et on a fait dialoguer la grande Katia, on imagine le parent intérieur, et puis la petite Katia. Dans le dialogue ça donne ça. La grande Katia demande à la petite « Comment est-ce que tu te sentais hier en rentrant ?» La petite Katia, elle répond « Ça tournait dans ma tête, je me sentais affolée, je savais vraiment pas quoi faire. » Donc on a un débordement d'émotions. « Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au travail ?» La petite Katia, elle répond « Bah voilà, il y a un client qui s'en est pris à moi, c'était pas juste, c'est mon collègue qui avait pas suivi,
qui n'avait pas assuré le suivi de ce client correctement. Moi, je suis rigoureux, je fais tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. L'autre, il était en colère, il criait, j'ai eu peur. Et puis, il s'est plaint à mon directeur qui va se faire des idées sur moi. Donc là, on entend que chez Katia, c'est la peur qui domine. On demande de préciser, qu'est-ce qui t'inquiète le plus ? Petite Katia, elle répond, j'ai peur que mon directeur me blâme alors que je n'ai rien fait. Donc on est sur une peur, on sent qu'il va aller chercher assez loin. On continue à détricoter la bobine. Qu'est-ce que ça ferait s'il te blâmait, ce directeur ? J'ai peur de perdre mon travail. Donc là, évidemment, si on perd le travail, ça pose des soucis, des soucis matériels plutôt importants. Donc on comprend que ça a été une source vraiment de stress majeur pour la petite. Là, on active l'adulte de Katia. C'est-à-dire, vous savez, la partie rationnelle, etc. Celle qui, attends, 2 secondes, on pose les choses bien à plat. Petite Katia, est-ce que ton directeur va te renvoyer parce qu'un client se plaint de quelque chose que tu n'as pas fait ? Là, la petite Katia, elle a des doutes. Elle dit, non. Elle demande à vérifier dans le concret comment ça se passe. Effectivement, c'est difficile de licencier quelqu'un. Il faut un motif valable, des procédures compliquées. Ça ne se fait pas comme ça. Là, on sent... En tout cas, Katia sent que dans son corps, il y a des choses qui se détendent. Elle revient à quelque chose de plus rationnel. Oui, c'est vrai qu'il ne va pas me virer comme ça du jour au lendemain sur ce motif-là. Et là, la grande Katia, c'est à son tour d'agir pour prendre soin de la petite. Elle va choisir une action qui va être vraiment rassurante. Elle dit, ok, je vais aller parler au directeur, je vais lui expliquer ce qui s'est passé. En plus, je sais, à nouveau l'adulte, il a du bon sens, il comprendra certainement la situation. La petite Katia, elle répond « Oui, c'est vrai, j'ai souvent vu garder son calme, écouter sans crier après les gens. » Donc elle valide que, effectivement, quand elle est réfléchie et qu'elle n'est pas happée par son émotion, ça se passe bien. On sent à l'intérieur, au niveau de la petite Katia, que ça va mieux, mais elle s'en veut, elle culpabilise d'avoir fait une crise avec des biscuits la veille. On vérifie, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça brassait partout à l'intérieur. Manger du chocolat, manger des biscuits, ça m'a fait tout moelleux. Donc elle a ressenti de l'apaisement. C'était comme un coussin tout doux dans le ventre. Et puis dans la bouche, c'était bon. Mais après, je me suis sentie mal, j'étais écœurée. On vérifie auprès de la petite, qu'est-ce que ce serait l'idéal pour elle ? Je veux plus me sentir mal, je veux plus me sentir comme ça, je veux plus me sentir lourde, je veux plus me sentir moche. C'est trop dur, toutes ces émotions qui tournent. On revérifie encore, on va plus loin. Comment tu voudrais que ça se passe ? Et là, la petite, elle dit, je veux que tu me parles comme tu viens de faire. Je veux que tu m'expliques ce que tu vas faire pour arranger la situation. Donc je veux finalement m'assurer que tu vas avoir un comportement d'adulte responsable. Et je veux pas être toute seule avec ces pensées qui tournent. Là, la grande Katia, quand on fait ce dialogue et qu'on alterne d'un état à l'autre, tout à coup, Katia, elle sent un élan de prendre soin de la petite. Et elle lui dit, écoute, je te demande pardon de ne pas être intervenue quand tu te sentais mal. Je comprends que tu te sois sentie débordée par tout ça. Ça a été très dur et c'était pas à toi de le gérer. Voilà, c'était pas cette partie tendre de moi, c'était à moi de prendre des responsabilités. Toi, tu as tout juste à être toi et c'est moi qui m'occupe de toi et des relations avec les autres. Alors je te promets qu'à partir de maintenant, quand je te verrai en détresse, je vais faire tout mon possible pour prendre les choses en main, en commençant par écouter ce qui t'arrive et clarifier mes intentions. Ce serait comment pour toi ? Là, on vérifie s'il reste quelque chose pour la petite. Elle est enthousiasmée, elle dit que ce serait chouette. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux me dire ? Et là, en général, on ressent de la gratitude pour soi-même. Et le dialogue est fini. Et donc ça, c'est un exemple très concret de ce qui peut se mettre en place en thérapie de l'enfant intérieur. Alors ça s'apparente à un jeu de rôle. Tout à fait. Pour les personnes, il y en a peut-être pour qui c'est un peu plus difficile que d'autres. Tu arrives à emmener tout le monde dans cette connexion à l'enfant intérieur ou pas ? Oui. Il y a des personnes effectivement pour qui c'est plus compliqué de ressentir des émotions. Et en même temps, à chaque fois, il ressort quelque chose. Moi, j'arrive même avec des patientes en visio, en téléconsultation, à avoir des résultats vraiment formidables. Jusqu'ici, les patientes que j'ai eues, les patientes et patients, ont très 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 bien répondu à cette approche. Voilà, il y a une capacité à jouer qui est super. Et puis on peut utiliser différents outils. On peut utiliser des outils où le corps va se déplacer, etc. Donc c'est plus facile d'imaginer. Voilà, quand je suis sur cette chaise, je suis l'enfant. On prend une posture particulière. Quand je suis sur cette chaise, je suis l'adulte, etc. Puis d'alterner d'une chaise à l'autre. Il peut y avoir des déplacements debout. Il peut y avoir des outils où on utilise le dessin pour se projeter dans des histoires de notre passé, etc. Donc il y a plein d'outils qui permettent à un moment donné de trouver la bonne porte d'entrée pour la personne. Et est-ce que tout le monde a un enfant intérieur ? Oui, absolument. Oui. Dans la mesure où, comme je t'expliquais tout à l'heure par rapport au niveau du cerveau, où ça correspond
au fonctionnement du cerveau archaïque et du cerveau limbique. A priori, on en a tous, sinon ça pose de graves problèmes. Donc on a tous un enfant intérieur. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut avoir un adulte plus ou moins musclé, entre guillemets, parce que notre cerveau, notre néocortex, qui va nous permettre de gérer nos émotions, son développement, il peut être altéré par des expériences de vie traumatisantes dans l'enfance, dans l'adolescence, etc. Et on n'est pas tous aussi bien équipés les uns que les autres dans la gestion de nos émotions. Toutes les personnes qui viennent te voir en consultation, c'est un exercice que tu leur appliques ? C'est devenu systématique dans ton approche ? C'est pas systématique, non. C'est parce que ça dépend de la problématique de la personne. Il y a des personnes qui sont en mode automatique, donc qui mangent juste parce qu'elles n'écoutent pas leurs sensations alimentaires, elles n'écoutent pas quand elles sont rassasiées, elles n'écoutent pas de quoi elles ont envie. Je passe pas forcément par l'enfant intérieur avec ces personnes. Je vais l'utiliser surtout, ça reste un outil, comme une métaphore qui aide à mieux prendre soin. Donc quand je sens que la personne, par exemple, elle est en dureté avec elle-même, tiens, j'ai le cas d'une jeune femme, par exemple, qui me disait « Oh là là, moi, je me mets un bon coup de pied au derrière pour aller faire du footing le soir. » Bon, typiquement, le coup de pied au derrière, c'est le truc qui fait qu'on se fait violence et qu'on n'est pas dans la motivation. Là, on peut avoir recours à l'enfant intérieur parce que, imagine que tu mettes un coup de pied au derrière à un enfant de 6 ans qui veut pas sortir faire du footing sous la pluie. Comment ça fait ? Alors, comment ça te fait à toi en tant qu'adulte ? Déjà, a priori, tu peux imaginer que c'est ce qu'il faut parce que sinon l'enfant va être motivé. Et quand tu te mets dans la peau de cet enfant et que tu ressens l'humiliation, que tu ressens la douleur, etc., que tu te remets à prendre du recul, tu dis « Ok, c'est peut-être pas la bonne solution ». Et donc, on va chercher par le dialogue qu'est-ce qui pourrait être motivant pour que, justement, on accepte de sortir faire du footing le soir. Est-ce que ça va être systématique ? Est-ce qu'on va se l'imposer tout le temps ? Dans quelles conditions est-ce qu'on va aller le faire ? Voilà. Donc, à ce moment-là, parce que justement, on va être plus attendri par rapport à un enfant, parce qu'on va être plus enclin à prendre soin d'un enfant que de prendre soin d'un adulte qui est censé être fort, etc. On va pouvoir retrouver plus de douceur et de bienveillance pour soi-même. Ça peut être plus efficace. Donc je l'utilise avec les personnes chez qui ça peut être plus efficace et plus pertinent. C'est marrant parce qu'autour de l'alimentation, le rapport de l'adulte à l'enfant par rapport à l'alimentation, justement, il n'est pas toujours doux et bienveillant. Notre enfance, elle a été semée alors pour certains d'entre nous, de finis ton assiette, de reste à table, de c'est l'heure de manger, alors qu'on n'avait pas du tout envie. Donc se raccrocher à cette expérience de la nourriture enfant, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Non, et c'est pas le but du tout. Justement, quand il y a eu ce genre d'expérience, et le finis ton assiette, c'est un grand classique, je retrouve chez 98% des personnes que je vois en consultation, on va faire un travail justement pour s'affranchir des croyances. Et là, si on part du point de vue de l'enfant intérieur, on va réapprendre à faire confiance à nos ressentis. Donc, est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que ça me fait plaisir ? Est-ce que je ressens du goût ou de l'aversion pour tel et tel aliment ? Et on va réapprendre à respecter ces sensations. La peur, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être que ça parte en sucette et qu'on ne mange plus que des nourritures super grasses ou super gourmandes, etc. En fait, quand on s'écoute, par exemple, quand après les fêtes de fin d'année, on a bien fait bombance, etc., on a bien nourri son cœur, bien nourri sa tête avec des nourritures symboliques, avec des nourritures doudou, etc. En général, quand arrive la galette le 6 janvier, moi je suis déjà à tel degré de saturation en termes de sucre, de gras, etc., que la galette, j'ai même pas le cœur d'en manger. Et à ce moment-là, j'ai envie, mais vraiment envie de manger de la soupe. Donc si j'écoute mon enfant intérieur, à un moment donné, il va dire « Burk, je veux plus de ces nourritures qui sont trop riches, etc. » Et le livre, donc « Nourrir mon enfant intérieur », au-delà justement des expériences que tu peux relater, parce qu'il y a beaucoup de témoignages de ce que tu as pu, de personnes que tu as pu rencontrer et accompagner, il y a plein de petites illustrations. D'où elles viennent ces illustrations ? Alors, il y a des illustrations de la fameuse Pichounette, qui est un petit peu mon petit génie ou l'incarnation de mon enfant intérieur. J'ai eu envie d'illustrer, déjà parce que j'avais envie de faire un livre que j'aime. Moi, j'aime bien quand il y a des beaux dessins, etc. J'avais envie de faire un livre un petit peu gourmand. Et puis, elle a aussi beaucoup d'importance pour moi, cette Pichounette, parce que elle est apparue pendant ma formation en thérapie de l'enfant intérieur. Et moi, premier jour de thérapie de l'enfant intérieur, quand ma formatrice nous a demandé à tous ce que c'était pour nous l'enfant intérieur, j'ai répondu, l'enfant intérieur pour moi c'est un truc pénible qui me fait péter un câble et en gros c'est un truc qui me gonfle. Et j'étais drôlement fière parce que
au stade où j'en étais arrivée dans mon accompagnement thérapeutique, ça faisait déjà plus d'1 an que j'étais accompagnée en thérapie de l'enfant intérieur, c'était une grande avancée de pouvoir dire ce truc-là me gonfle et j'aime pas mon enfant intérieur. Et au cours de ce premier week-end de formation, il nous a été proposé un exercice où on devait faire un dessin, on devait représenter, je crois, une émotion négative ou un truc qui nous faisait inconfortable. Et moi, j'avais fait un dessin, une espèce de tête avec des espèces d'éclairs qui sortaient de cette tête, etc. Puis j'avais dessiné comme des bras qui étaient croisés en dessous, etc. Et il y avait des gros yeux pleins de colère et tout. Et quand on échangeait par petits groupes avec mes partenaires de stage, à un moment donné, il y a une partenaire qui a fait la réflexion que oh là là, il fait peur ce personnage. Et là, je dis mais c'est bon, regarde, c'est juste ça. J'ai pris un feutre, j'ai continué le dessin. J'ai dessiné un corps en dessous de cette tête, j'ai dessiné des pieds, j'ai dessiné des cheveux, et là, Pichounette est apparue. Et en fait, ce dessin, ce truc que je trouvais mais complètement aversif, s'est transformé en une petite fille. Et quand j'ai vu ce que c'était juste une petite fille boudeuse, que c'était pas un espèce de monstre à l'intérieur de moi, plein de rancœur ou de colère, etc. J'ai vu c'est une petite fille qui boude. Oh, je me suis sentie dans un élan de tendresse pour elle. Je me suis dit, oh Pichounette, et j'ai eu envie de prendre soin de cette part de moi. Voilà pourquoi elle est vraiment importante pour moi. Et je me suis dit que voilà, si elle avait pu m'attendrir, elle pourrait aussi attendrir les lecteurs de ce livre. Et c'est le cas parce qu'elle est, moi, elle me fait l'effet d'une enfant hyper facétieuse. Donc ça veut dire que le rapport à l'alimentation, il est aussi très joyeux. Il peut être joyeux, il peut être jubilatoire, c'est-à-dire que je mange un bon carré de chocolat ou que je mange une bonne pomme bien savoureuse, etc. C'est une source de jubilation. Ça va nous faire plaisir quand c'est adapté à ce dont on a besoin. Voilà. On voit aussi des illustrations où la Pichounette est plus en détresse par rapport à la nourriture et où, par exemple, elle va essayer de combler son cœur brisé avec plein d'aliments qui vont faire doudou, qui vont faire tampon dans son cœur brisé. Et effectivement, quand cette pauvre Pichounette va être livrée à elle-même, quand notre enfant intérieur, on ne sait pas en prendre soin ou on n'a pas l'idée de faire appel à notre parent intérieur, notre petite fille ou notre petit garçon intérieur peut avoir recours à la nourriture de manière à combler un vide, etc. Quand on voit qu'effectivement, c'est pas nous en tant qu'adultes qui sommes juste des gloutons odieux, etc. Et qu'en fait, c'est une petite fille intérieure, un petit garçon intérieur juste en détresse qui essaye de faire de son mieux avec les petits moyens qu'il a pour apaiser nos émotions. Je trouve que ça donne envie d'en prendre soin. Et alors l'objectif de ce livre, c'est quoi ? C'est que tout le monde rentre dans une taille 38 à la fin de la lecture ? Alors, ma petite fille a envie de te dire « Oh, si seulement !» Si seulement moi aussi. Alors, ce serait merveilleux. Le problème, c'est qu'on n'a pas la maîtrise de notre poids. Et que le poids, ces variations, elles ne sont pas seulement dues à ce qu'on mange, elles sont dues à plein d'autres facteurs qui sont aussi des facteurs hormonaux, qui sont des facteurs émotionnels, qui sont des facteurs physiologiques, etc. Donc le but de ce livre, c'est déjà de retrouver une sérénité alimentaire, de retrouver une paix avec son alimentation, de retrouver un comportement alimentaire plus serein et une plus grande bienveillance pour soi-même. Que notre poids évolue dans le sens que l'on souhaite, c'est pas secondaire en termes d'importance, mais disons que ça peut découler du fait qu'on va retrouver une plus grande bienveillance et un comportement alimentaire plus serein. C'est pas une obligation, par contre, que parce que je vais retrouver un comportement alimentaire régulier, le poids bouge tout de suite. Des fois, il y a d'autres facteurs qui verrouillent et je donne aussi des indications pour venir déverrouiller ces facteurs. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un futur lecteur, justement, de ce livre ? Oh, j'espère que le futur lecteur, la future lectrice va se régaler. Déjà, j'espère que la lecture va être agréable. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi c'était digeste, donc je suis rassurée. Voilà. Et j'ai vraiment le souhait que j'ai, c'est que y ait une libération, qu'on se sente plus apaisé
par rapport à son alimentation. Et j'ai eu des retours déjà de lecteurs qui me disent mais waouh, j'ai pu prendre du recul par rapport à ça. Waouh, je suis plus dans l'obligation de pas sauter de repas. Waouh, je ne m'interdis plus de manger entre les repas parce que j'ai compris quand est-ce que c'était intéressant et j'ai compris la différence entre une règle que je m'impose et voilà, je fais ça parce que de manière pragmatique, là, ça me fait du bien. Voilà, donc vraiment, ce que je souhaite aux futurs lecteurs et lectrices, c'est de trouver de la paix grâce à ce livre. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? Alors, potentiellement partout, parce qu'on peut le commander en librairie. Selon les libraires, il y a plus ou moins de délai de livraison. Voilà. On peut le trouver aussi sur les différentes plateformes internet et on peut le commander directement auprès de moi ou venir l'acheter directement chez moi à mon cabinet d'Annecy. Tu nous redonnes les coordonnées justement de ton site et de ton cabinet ? Mais avec bonheur. Donc le site, c'est Mangeur Libre, mangeur comme quelqu'un qui mange, au pluriel libre, L-I-B-R-E-S, voilà, .fr. Donc on peut effectivement venir me voir à mon cabinet d'Annecy pour prendre un petit rendez-vous pour venir acheter le livre, prendre un rendez-vous pour aller plus loin dans l'accompagnement, ou alors avoir une téléconsultation pour les personnes qui ne sont pas de la région. Et voilà, en téléconsultation, ça marche aussi très très bien. Et vous pouvez retrouver Anne sur Radio Alto tous les lundis après l'agenda dans la chronique diététique « Y a-t-il un pilote dans mon assiette ?» Et on vous souhaite de vous faire accompagner par Anne-Claude et par Pichounette avec Nourrir mon enfant intérieur, qui est vraiment une très chouette lecture et qui remet la diététique dans un contexte de plaisir et on arrête la privation à tout prix. Merci Anne pour ça. Merci Marion.